Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'industrie spatiale et de l'industrie des satellites. Plus précisément, nous en parlons avec Thomas Coudry, analyste chez Bryan Garnier, à mes côtés en plateau. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il faut savoir de l'industrie des satellites qu'on connaît pas forcément encore tous très bien. C'est une industrie qui n'est pas naissante, mais qui est peut-être en plein boom aujourd'hui. Alors parmi les événements d'ailleurs un peu globaux qui montrent la dimension que prend cette industrie aujourd'hui, il y a le World Satellite Business Week à Paris cette semaine, c'est ça. Il y a un sommet, l'IAC, je ne sais pas ce que c'est vous qui me l'avez signalé, la semaine prochaine. Donc il y a des grands sommets mondiaux autour du développement de l'activité de l'industrie des satellites. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce domaine, sachant que voilà, vous avez fait un gros travail en profondeur là chez Bryan Garnier pour creuser spécifiquement ce secteur d'activité. Oui, tout à fait. Je pense qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le sujet, déjà que ça bouge beaucoup. Voilà, c'est quelque chose, on peut s'imaginer quelquefois les satellites, c'est loin, c'est vrai, en effet, c'est un peu loin. C'est stationnaire. Mais c'est de moins en moins loin, justement. Oui. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'écosystème. Alors, du spatial au sens large, mais en particulier sur des constellations de satellites, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de ruptures technologiques et de montée de nouvelles concurrences. Alors, évidemment, on ne peut pas parler des satellites sans parler d'Elon Musk, de son Starlink, mais demain d'Amazon qui va arriver. Et tout ça, voilà, crée un environnement totalement différent, qui forcément va un peu aller challenger les acteurs établis du secteur, que sont le leader SES ou Eutelsat, mais aussi, bien sûr, les Américains et l'ensemble des opérateurs satellites. Qui vient bouleverser l'écosystème historique de l'industrie des satellites. D'ailleurs, Eutelsat, SES, comment est-ce qu'ils réagissent stratégiquement aujourd'hui à cette montée d'une intensité concurrentielle nouvelle dans leur domaine ? Alors, Eutelsat, c'est très simple. On l'a vu cet été. Comment ils réagissent ? Ils se disent, on va racheter une de ces constellations basse orbite de nouvelle génération, le terme LEO, Low Earth Orbit. Voilà, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui. Dont un des plus importants représentants aujourd'hui s'appelle OneWeb. Voilà, donc OneWeb, c'est un des concurrents de Starlink. Alors tout ça, on est encore au début de tout ça. D'ailleurs, OneWeb n'est pas encore complètement entré en service commercialement parlant. Mais voilà, Eutelsat, c'est très simple. Ils disent, on a besoin de cet actif-là, on rachète, on se positionne pour acheter OneWeb sur une valorisation de 3,4 milliards de dollars, de dollars en effet, ce qui n'est pas négligeable, on va le dire comme ça. Alors, n'oublions pas qu'au capital d'Eutelsat, il y a l'État français qui pèse, donc voilà, il y a des enjeux long terme, stratégique, souveraineté, c'est des mots qui sont importants là dans ce genre de plus en plus importants aujourd'hui dans le spatial. Et quand on parle de ces nouvelles constellations, il y a eu un coup de projecteur sur Starlink à l'occasion de la guerre en Ukraine, qui a mis en évidence peut-être de manière insoupçonnée l'importance stratégique que pouvait revêtir ce type de constellation demain. Donc Eutelsat, à la question comment ils réagissent, voilà, ils rachètent. Je rappelle juste, Elon Musk, voilà, on met en activité notre réseau Starlink au-dessus de l'Ukraine pour vous permettre de rétablir toutes vos connexions, vos connexions téléphoniques. Et comme il y a beaucoup de satellites, il y a une forte redondance, une forte résistance aux attaques, etc. On sait qu'au début de la guerre en Ukraine, il y a eu un certain nombre de réseaux satellitaires qui ont été attaqués. En l'occurrence, Starlink a prouvé sa résilience, en tout cas dans ce contexte-là. SES, si on prend les deux dont on parle aujourd'hui, SES, qu'est-ce qu'ils font face à ça ? Écoutez, pour l'instant, on attend. Eux avaient déployé depuis longtemps, ils avaient été un peu en avance là-dessus, une constellation, on va dire, qu'on appelle MEO, donc qui est elle aussi en orbite relativement basse, qui permet notamment d'avoir des niveaux de latence très performants. Donc eux, en fait, misent pour l'instant sur la nouvelle génération de cette constellation-là. Ils sont un peu les seuls à avoir fait ce pari de cette technologie, la technologie MEO. Donc il y a la nouvelle constellation mPOWER, SES, qui va rentrer en service prochainement. Donc aujourd'hui, ils misent là-dessus. Que va faire SES plus largement ? Est-ce qu'ils vont avoir besoin d'aller vers la technologie LEO ? Nous, on le pense, mais certainement avec des capex associés. Est-ce qu'ils vont se positionner pour se renforcer sur un rachat, une fusion avec un autre opérateur ? Il y a eu des rumeurs cet été d'une éventuelle fusion avec Intelsat. Voilà, il y a beaucoup
d'interrogations stratégiques qui sont ouvertes aujourd'hui pour les opérateurs satellitaires. Ouais, les choses ne sont pas figées à ce stade. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur quand on regarde le cycle de cette industrie? On est dans des phases là où les capex à déployer vont être importants, très importants, massifs, dans une phase où on n'a pas encore forcément identifier ou en tout cas adopter les standards de demain. Il y a encore une question sur du standard technologique de demain. C'est un des vrais... ce sujet des CAPEX est un des vrais risques que nous on voit dans le business case de ces opérateurs satellitaires, peut-être un peu par analogie avec ce qu'on a connu sur les opérateurs terrestres, avec cette concurrence qui monte et ces ruptures technologiques. Quand on regarde un Eutelsat en particulier, c'est une entreprise très profitable qui génère ou qui générait beaucoup de cash flow, qui versait un dividende généreux. Et avec le rachat de OneWeb, on a un changement radical en fait du profil de la société, qui devient une société qui va s'endetter plus lourdement, qui va avoir des cash flows négatifs pendant un certain nombre d'années, qui va financer avec ces cash flows, on va dire historiques, la croissance d'une activité comme celle de OneWeb. Donc il faut acheter, on va dire, l'investment case à beaucoup plus long terme, en espérant que l'ensemble de ces capex mis dans cette nouvelle constellation vont porter leurs fruits. Donc on est sur un cas d'investissement qui est radicalement différent, beaucoup plus risqué à notre sens, et qui peut laisser un peu quelques actionnaires minoritaires un peu sur le côté, parce que ceux qui ont investi sur du dividende, sur du cash flow chez Eutelsat, ils se retrouvent sur une compagnie sur une société qui n'a plus le même profil. Sur SES aussi, on a un bon niveau de génération de cash, des bons dividendes. Voilà, on est aussi sur ce type de profil de société, même s'ils étaient un petit peu moins généreux que Telsat par le passé. Mais là, encore une fois, pour reprendre le point, la question est posée sur l'avenir de est-ce qu'ils ne vont pas devoir réinvestir un petit peu plus que prévu, comment leur stratégie MEO va s'adapter à la concurrence. Voilà, il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent sur le secteur et donc sur les impacts financiers de ces opérations. Oui, c'est-à-dire que sur le plan boursier, on ne peut pas les traiter comme des boîtes de croissance, par exemple. Il y a la question du cash flow, du rendement, là, tout de suite, qui se pose pour les investisseurs, c'est ça ? Nous, on est assez prudents, pour le dire comme ça, sur le secteur aujourd'hui. Clairement, il y a beaucoup d'incertitudes et on pense qu'il faut peut-être attendre un petit peu avant de se précipiter, même s'il y a des opportunités attendues sur le marché en termes de croissance de l'Internet satellitaire. C'est vrai qu'on a tous aujourd'hui toujours envie d'être connectés avec un bon niveau de débit, etc., qu'on soit dans l'avion, faire une croisière, dans sa résidence secondaire. Donc tout ça, ça porte des espoirs d'accélération de la croissance du marché de l'Internet satellitaire. Il y a encore beaucoup de trous à combler, effectivement, dans ce maillage. Il y a encore beaucoup de trous. Donc il y a un marché à prendre. À quelle vitesse il va croître, il va accélérer. Bon, ça, chacun a sa propre conviction là-dessus, mais il y a clairement un marché à prendre. Le sujet, c'est quelle est la techno, quels sont les acteurs qui vont prendre ce marché-là, avec quel niveau d'agressivité sur les prix, parce qu'un Starlink, on pense, va être relativement agressif, alors qu'il se fasse des parts de marché. Donc c'est ce jeu-là qui se joue en ce moment. Oui, parce qu'il faut regarder l'intensité concurrentielle, elle est mondiale, et à commencer par celle mise sur la table par Elon Musk avec Starlink, Amazon également, mais il peut, je ne sais pas si le parallèle est très heureux, mais il peut reproduire avec Starlink le coup qu'il a fait avec Tesla. Alors avec le génie marketing qu'on lui connaît, il en a fait la promotion, mais est-ce qu'il peut être, en étant le premier sur le marché, gagner une première phase de la course de vitesse avant que les choses se rééquilibrent. On voit bien que dans l'automobile, la concurrence se met aussi en ordre de marche et que Tesla n'est plus la seule option électrique aujourd'hui sur la planète, mais quand même, l'avance gagnée est considérable. Alors, il a une avance, clairement, aujourd'hui. Il est le premier à avoir une constellation Léo aussi opérationnelle, aussi développée. En fait, ce qui est un petit peu spécifique, et peut-être que l'analogie avec la voiture électrique, pas totalement, c'est que, en fait, alors déjà, il a besoin de la puissance publique derrière lui, parce que Starlink, c'est une part de SpaceX, et en fait, quand on regarde, tout ça est beaucoup porté aussi par la puissance publique, la commande publique. Donc, ça pose des questions aussi sur l'attitude que doit adopter l'Europe. Et là, on est sur des initiatives et c'est pour ça aussi qu'on est prudent sur tous ces sujets, qui en termes de retour sur capitaux investis, parce qu'on est sur des initiatives qui
à ce stade, ne sont pas rentables. La rentabilité, elle sera peut-être atteinte avec la deuxième génération de ces constellations. Donc, on se projette plutôt à 5-7 ans. Il faut en passer par ces phases de développement, et tout ça va peser sur les retours sur capitaux investis avant d'éventuellement trouver une rentabilité. Donc, faut avoir clairement les reins solides pour pouvoir financer ça pendant plusieurs années. Merci beaucoup Thomas. Merci d'être venu nous éclairer sur cette industrie du satellite et cette course globale avec une concurrence évidemment mondiale dans ce secteur. On se sera focalisé sur les acteurs européens, mais la vraie concurrence, elle est aujourd'hui du côté de Starlink, de SpaceX et donc d'Elon Musk. Thomas Caudry qui était avec nous en plateau, analyste chez Bryan Garnier, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.